Moi, ça fait 1 an et demi. Moi, je crois que j'étais un des premiers, je sais pas trop, mais dans l'écosystème qui m'a bloqué, 6Z. Quand je disais des choses correctes, direct était bloqué. Et quand tu te fais bloquer comme ça sans pouvoir arriver à avoir des feedbacks, c'est que derrière, la personne se sent vraiment attaquée et t'as touché dans le mille. 99,9999% de l'ensemble des choses qui vont être faites entre relations blockchain et AI, ce sera du bullshit, du gros bullshit. Des gens qui vont essayer de surfer sur la wave, déjà arrivé, des gens qui ont levé plus de 200 millions sur un truc complètement ahurissant et des projets qui n'ont Tu pas du parles de tout réussi à pousser. WorldCoin? Ça WorldCoin, et d'ailleurs c'est assez inquiétant parce que c'est quand même le gars qui a fondé ChatGPT. Donc ouais, tu te dis, ça se trouve, le gars il a une énorme chance. Et en fait, pour moi, c'est clairement la représentation d'un Ponzi mondial. Ponzi mondial qui est supporté par un gars qui World Ponzi. drive. Ah oui, oui, c'est ce que je sais plus. Moi, j'avais écrit World Clown. World Clown. C'est un clown, ce truc. En fait, pourquoi ne pas avoir un système d'un API ou un compte ouvert qui dit exactement où se trouvent tous les fonds? Et c'est comme ça, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est-à-dire que ça veut cacher quelque chose. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on n'a jamais vu aucun échange centralisé qui s'est comporté correctement. Maintenant, c'est ce que faisait. Hein. Tu mettais en collatéral des trucs, tu les stakais. Ensuite, eux, Et ils c'est ont. marrant qu'il a dit on ne l'a jamais fait d'ailleurs, je crois. Non, mais Donc, on l'a jamais fait ce mois-ci, quoi. C'est sûr. ouais. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Julien. Hello Julien. Salut, merci de me recevoir. Bah écoute, un plaisir. Ça faisait un moment qu'on devait faire cette interview. Je suis très content de pouvoir la faire maintenant. Surtout que, pour pas te mentir, je crois qu'on a encore plus de matière à discussion par rapport à la dernière fois. Sachant qu'il s'est passé pas mal de choses sur le marché, des choses assez folles. Donc, très content de te recevoir pour pouvoir discuter de tout ça. Avant de commencer l'interview et par exemple de te présenter, etc., j'ai l'habitude de demander tout simplement à mon invité qui il aimerait voir tout simplement en interview sur ma chaîne. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui te semblent pertinents que tu aimerais voir, par exemple, en interview un petit peu challengé directement sur ma chaîne? Des builders ou des gens un peu Ce qui, ce, controversés ce qui te fait kiffer. Ce qui te fait kiffer, toi. Non, je pense que en termes de builders, il y a pas mal de Français qui pourraient être intéressants d'interviewer, notamment les gars de chez Engel ou chez Morpho, des petits jeunes comme ça là qui sont en train de monter en puissance dans la communauté française et surtout aussi au niveau de la qualité des projets et du code au niveau de la blockchain en général. Donc oui, je pense que ça peut être intéressant. Et ils peuvent avoir sûrement des avis assez controversés sur cette nouvelle industrie. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'entends de plus en plus parler d'Angle et tout. Je vois que ça prend pas mal de visibilité et je suis content que bah, y ait des petits craquitos comme ça en France qui bah, font leur bout de chemin et puis même qui arrivent à lever, etc. Même dans ces conditions de marché, qui fassent des choses assez cool. J'ai vu que Cryptos avait fait pas mal de contenu à leur sujet. Donc, écoute, au plaisir de faire ça. Pour commencer, bon, je suppose qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent. Petite présentation succincte de qui tu es, de ce que tu fais, histoire d'avoir peut-être plus de contexte pour les gens qui te découvrent avec cette interview. Bien sûr, donc Julien Bouteloup, donc moi j'ai un background dans la tech, hein, un background en maths, physique, ingénieur, passé par les US, hein, et je suis tombé assez dans les débuts de la blockchain, notamment avec Bitcoin, Code Maximaliste à l'époque dans les années 2012, choses comme ça. Ensuite Ça a bien changé. Ethereum. Ça a bien changé, ouais. Maintenant, je vais à Biarritz, je prends des coups. Des coups pour le Bitcoin Biarritz, toute la communauté Bitcoin contre moi. Mais donc voilà, et ensuite j'ai pas mal. Donc moi, mon background, c'est vraiment machine learning. Aujourd'hui, tout le monde en parle et tout le monde est expert en machine learning AI, On y en a. utilisant voilà, en IA, ils sont tous des experts en utilisant ChatGPT ou Midjourney, choses comme ça. Moi, à l'époque, c'était vraiment que du code, donc on voyait pas vraiment grand. De l'extérieur, jamais personne pouvait voir ce qui se passait. C'était que des formules mathématiques. Donc moi, j'ai grandi là-dedans au niveau professionnel. Donc ensuite, j'ai monté des sociétés dans tout ce qui était développement machine learning. Et puis, je suis tombé, voilà, on peut dire au tout début, quand Ethereum a vraiment commencé à sortir le bout de son nez dans les années 2016, 2015. J'ai monté parmi les premiers projets dans l'écosystème, hein, en 2017, IDBox, Flying Carpet. Et ensuite, j'ai commencé quand il y a eu le boom de DeFi, là, j'ai monté des projets à l'intérieur. Donc, j'ai monté StakeDAO, qui est un asset management. J'ai monté Blackpool, qui est leader dans le monde des NFT. Notamment, on est le premier ou deuxième, ça dépend des jours. Sur Blackpool, on a Mbappé, choses comme ça. J'espère qu'il va monter en valeur avec le transfert, s'il arrive à Real Madrid. on ne Rake dirait News, pas.
Ouais, On dirait Rec pas pour News, l'instant. qui est la firme d'investigation très poussée, dark, underground. Voilà, donc on a couvert énormément de sujets, notamment 2 ans avant l'effondrement de FTX. Moi, j'avais couvert Sam, et j'avais dit c'est pas normal d'avoir les fonds aussi rapidement dans l'écosystème. Donc j'avais dit tu utilises forcément les fonds des retail. Hein, la vidéo est disponible en ligne. Ensuite, l'investissement, je pense, donc moi c'est un family office, hein, un petit plus gros investisseur européen avec plus de 250 investissements dans l'écosystème de la DeFi et une grosse partie d'investissement en France sur des projets français. Et ensuite le Quant, donc c'est la Capital Quant où là on fait de l'activité sur les marchés de la DeFi, notamment avec des keepers, des validateurs, du staking, mais aussi de l'arbitrage, des Du options. market making. Voilà, market making, voilà. Et donc voilà, une grosse activité dans le monde de la blockchain et la DeFi en termes de builder. Et je suis aussi numéro 2. Je suis rentré juste après quand Michael a créé Curve. Donc je l'ai aidé dans tous les concepts de lobby, de partnership, de Curve Wars, des choses comme ça. Voilà. Je me demande juste comment tu as assez de temps pour tout faire. À quoi ressemble une journée de Julien actuellement? Est-ce que c'est une journée tranquille, ça se lève à 10-11 heures, ou juste ça commence sur les chapeaux de roue et ça ne s'arrête pas? Bon, je pense que non, je pense que voilà, c'est un peu comme tout le monde qui mène ou qui dirige un projet dans l'écosystème, vu que l'écosystème crypto, blockchain est relativement assez toxique et chaotique. On va dire que la position dans cet écosystème, elle est un peu plus dure qu'une position de la finance traditionnelle, je dirais. Donc ça commence un peu chapeau de roue, mais je dirais qu'aujourd'hui, un peu moins qu'il y a 2 ans, on va dire qu'aujourd'hui c'est toujours un peu la folie, mais j'ai réussi à mettre les freins un petit peu pour pouvoir garder une santé mentale et physique. Donc, on va dire là, j'essaie de tempérer. Puis après, c'est aussi être bien accompagné avec des équipes solides. Je pense que là, je me suis bien entouré parmi une restructuration. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses. Je code toujours un petit peu, on va dire 10 à 20% de mon temps. Et le reste, c'est de s'amuser à deal avec les merdes. Et en soi, aujourd'hui, quelle est l'activité qui t'excite le plus parmi toutes tes activités? Je sais que c'est pas ce que tes associés ou même tes employés veulent nécessairement entendre, mais est-ce que c'est quoi les sujets un petit peu qui te hype le plus parmi les boîtes que tu as fondées ou dans lesquelles tu contribues? Bah, je pense que je suis assez content des sociétés qui ont été montées. Hein. StakeDAO, maintenant, je pense qu'on est la plateforme qui offre le meilleur rendement et aussi meilleure puissance de lobby dans l'écosystème DeFi, hein, dont entre Curve, Balancer, Angle, tous ces différents projets. Donc, c'est quand même des projets qui sont relativement assez solides. 5 ans d'ancienneté, le token gouvernance, il a à peu près plus de 3 ans. Donc, il y a une équipe qui est derrière le projet. Blackpool, on est le leader dans l'écosystème des NFT. Rect, on est aussi un gros leader dans l'investigation. Donc, je dirais, non, c'est plutôt pas mal. Curve, je pense qu'on est considéré comme le plus gros projet de la DeFi, même si après, maintenant, il peut y avoir en parallèle avec AV, par exemple. Non, moi, ce qui m'intéresse énormément à l'heure d'aujourd'hui, c'est comment arriver à trouver des solutions à certains problèmes, mais aussi innover en termes d'idées. Je pense que dans l'écosystème de la DeFi, de la blockchain, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles idées. Les idées nouvelles ont été le protocole, donc l'application au niveau protocolaire, donc Ethereum, la blockchain, système de consensus, la théorie des jeux. Mais les projets qui se sont montés par-dessus, on peut dire, bon, par exemple, un AMM, Curve, c'est un auto-market maker, donc c'est le fait d'automatiser le job des market makers. Mais Landing c'est pas market révolutionnaire, décentralisé, c'est ça que c'est tu pas veux dire. révolutionnaire dans le sens, c'est pas une nouvelle idée financière. Il faut savoir qu'on a répliqué les idées financières de la finance traditionnelle pour les mettre sur un nouveau protocole. Donc forcément, elles sont plus rapides, elles sont plus décentralisées, elles sont plus accessibles, choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller regarder sur des produits exotiques, des nouveaux produits de la finance traditionnelle, comment arriver à trouver quelque chose de nouveau qui va arriver à résoudre des problèmes. Et je pense que là, d'aujourd'hui, depuis 1 an, on a la capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une technologie qui vient de sortir, qu'on n'a jamais eu accès dans la société, hein, qui s'appelle Zero Knowledge Proof. Donc en fait, c'est de pouvoir arriver à construire des technologies par-dessus, parce que même notre esprit cartésien n'arrive pas forcément à conceptualiser qu'est-ce que c'est que du Zero Knowledge Proof. Comment je peux arriver, lors d'une interrogation, à un examen de mathématiques, à rendre une feuille blanche avec simplement la phrase « Écoute,
tu dois me faire confiance, j'ai le résultat de la solution, mais j'ai pas besoin de te le montrer. Et le prof te dit, OK, je te crois. Et en fait, tout ça, vu qu'en fait, cartésiennement, se contextualiser ce principe, c'est compliqué. C'est-à-dire que les projets qui vont en découler vont être complètement ahurissants. Et donc là-dessus, on peut arriver à construire des produits dans dans la finance exotique et structurée, avec voilà du trading à haute fréquence, mais avec des produits, des options, des futurs, mais de nouveaux types de choses qui vont arriver. Je pense que ça va aussi révolutionner le monde de la finance traditionnelle. Donc, en soi, tu dis que on n'est pas habitué à réfléchir avec cette technologie, on doit réfléchir de manière totalement différente et qu'on n'est pas vraiment conditionné à le faire actuellement. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent et qui innovent, comme tu le dis, qui sont déjà live, dans lesquelles tu crois, ou est-ce que tout est à construire et rien n'est vraiment disponible pour le moment? Ah non, au niveau protocolaire, il y a des choses incroyables, hein. L'ensemble des layers de solutions qui sont en train de se construire, la majorité des gens pensent que c'est une mise à jour ou un simple travail. C'est quand même des travails mathématiques, hein. Donc tous les protocoles tels que ZK-Sync, Starknet, toutes ces équipes bossent sur des maths fondamentales. Ils mettent en application des maths qui sont relativement complexes, qui ont plus d'une 80, soixantaine d'années, hein, de tout ce qui est au niveau zero knowledge proof. Et donc ça, mettre en applicatif ce genre de concept, par exemple, on va pouvoir bientôt, au niveau protocolaire, arriver à envoyer des transactions complètement anonymes, et ça, sans pouvoir déterminer quelle est l'adresse qui est envoyée. Donc ça, par exemple, ça peut être des projets comme Zama, ce qu'on appelle du fully homomorphic encryption, ou des projets du côté Starknet ou Zkessing, des choses comme ça, qui font, eux, zero knowledge proof. Et donc, c'est la capacité soit d'offusquer le sender adresse, soit d'offusquer l'information qui a été envoyée. Et donc, après, vous avez tous les concepts qui découlent d'anonymat, de sécurité, de pure décentralisation, et ensuite tous les concepts de régulation qui peuvent arriver autour. Ouais, je pense que avec tout ce que tu me dis, Mika voit pas forcément ça d'un très bon œil. J'ai du mal à croire qu'ils vont nous permettre de faire un petit peu ce qu'on veut, mais on verra. Non, mais en fait, ouais, désolé. Non, vas-y, vas-y. Non, en fait, je pense que c'est comment aussi on présente l'idée, en fait. C'est que j'ai l'impression, en fait, que dans l'écosystème, c'est soit tu es crypto-anarchiste, soit tu es affiliado régulation et donc politiciens qui sont T'es un forcément vendu. contre les crypto-anarchistes. Voilà. Alors qu'au contraire, je pense que la technologie peut vraiment être utilisée pour résoudre des problèmes. Il faut savoir que c'est complètement incohérent que ton banquier ait accès à tes informations financières. Un banquier peut t'aider dans la direction de tes activités financières, mais sans pour autant savoir où tu habites, savoir où se trouvent tes fonds, savoir ce qu'est investissement tu as, parce que cette personne derrière est un être humain. Le vendredi soir, elle va peut-être faire des soirées, elle va divulguer des informations privées à Mais ton c'est encontre. exactement ça, j'ai entendu ça. Tu vois, j'ai entendu des gens que je connais autour de moi qui ont des sous et ils se sont dit, mais en fait, le mec, il me connaît, il est fan de moi et il m'a appelé pour me dire, ah ouais, j'ai bien regardé sur ton compte en banque, il y a bien ça. Genre, comment tu peux C'est accepter ça? C'est de la folie, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, tu vas ouvrir dans, je sais pas, un quartier de Paris, une salle de sport. La personne a besoin de savoir que tu habites dans le quartier. Elle va te demander ton passeport. Il faut savoir que tu as à peu près 99,999% de chances que ce passeport se retrouve sur le darknet. Mais en l'occurrence, ce que la salle de sport a besoin de savoir, c'est est-ce que vraiment tu habites dans ce quartier? Est-ce que vraiment tu peux payer tous les mois ce montant? Et ça peut être fait avec du zero knowledge proof. Ça peut être fait avec une sorte de KYC AML qui permet de garantir ce concept. Ok. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose avant qu'on digue vraiment dans tout ce qui est marché, régulation, sexe, tout ça. Qu'est-ce qui te donne encore la dalle et qu'est-ce qui te donne encore envie de te lever maintenant que tu as quand même pas mal make it et que, entre guillemets, tu es à l'abri, que tu es safe, quoi. Comment on arrive encore à avoir la dalle alors que voilà, tu as plutôt bien réussi jusqu'à maintenant et que tu as déjà voilà, créé pas mal d'entreprises qui marchent plutôt bien? Je pense que c'est une question, je pense que c'est une question pas que philosophique, mais c'est une question aussi personnelle de comment on voit les choses dans la vie et qu'est-ce qui nous botte, en fait, qui nous réveille le matin. Euh, Moi, je sais que si je pars en vacances ou si j'essaie de prendre En fait, moi, ce que j'aime, en fait, c'est monter des choses. Donc, en fait, par principe, je trouve ça extrêmement excitant de monter. C'est comme, par exemple, aller faire du ski ou aller faire une balade en vélo. Il y a des gens qui trouvent ça extrêmement excitant.
moi, d'aller coder ou d'aller monter des projets, je trouve ça extrêmement excitant. Après, est-ce qu'il peut y avoir une sorte de perversion et un cercle vicieux du fait que, vu que c'est un environnement toxique et chaotique, ça peut être dangereux. Donc oui, des fois, il peut y avoir des ras-le-bol. Oui, des fois, il peut y avoir une sorte de débordement. Mais moi, ça fait un bout de temps que je suis dans l'écosystème. On va dire, ça fait plus de 10 ans quand même. À l'époque, c'était complètement random. Mais depuis, avec Ouais. Ethereum en 2015, ça a été quelque chose j'ai été convaincu et j'ai commencé à monter par-dessus. Et donc là, j'ai quand même vu beaucoup de bear market, beaucoup de bull run. Il faut savoir qu'à l'époque, les écosystèmes, quand on avait des événements, il y avait 10 pèlerins, aller au maximum 12, et il y avait la moitié qui savait même pas ce qu'ils faisaient ici, quoi. Donc là, l'écosystème a beaucoup changé. Il y a des événements, il y a des ICC, il y a des DevCon, il y a énormément de gros événements. Euh, et donc ça permet quand même de se rassembler, et c'est pour ça aussi que j'ai construit Rect aussi. Rect, la vidéo et le content de Rect permet de se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on construit en termes de communauté? Est-ce qu'on remplace pas les élites actuelles, les 1% par nous, par 0,1%? Ce qu'on fait maintenant, est-ce que c'est pas rendre la société beaucoup plus mal? Parce que si on construit un système décentralisé et que derrière il y a des chats GPT ou des machine learning et des robots qui arrivent et qui peuvent avoir une économie décentralisée, trouver un moyen de se financer et aussi de résoudre des choses. Donc voilà, c'est des questions existentielles qu'il faut arriver à se poser et toujours se poser, toujours se remettre en question. Et ça, c'est ce que j'ai fait depuis quelques années. Moi, je t'avoue que je me suis posé cette question aussi parce que sur le dernier cycle, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et je pense que j'en arrive plutôt à la même conclusion que toi, c'est que même si t'as plus envie de travailler, enfin, je sais pas, moi personnellement, je me ferais chier. Je fais tellement de choses qui me passionnent et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que lorsque t'aimes vraiment ce que tu fais, ça se passe plutôt bien, quoi. Alors après, évidemment, il y a des parties qui sont un peu dérangeantes. Tu vois, quand tu gères un média, que tu fais du trading, qu'à côté de ça, tu as d'autres sociétés, bon, c'est difficile un petit peu de tout faire. Je pense que c'est là où justement tu délègues et que tu recrutes. D'ailleurs, en vrai, toutes tes activités, tu as réussi à scaler assez rapidement parce que tout ça, c'est plutôt récent, quoi. Donc, plutôt du même avis sur ça. Tu parlais du marché. Quel est ton bilan de ce bear market? Qu'est-ce qui t'a marqué et ouais, qu'est-ce qui t'a marqué notamment aussi par rapport au dernier bear market? Parce que là, j'ai l'impression que ça a été cataclysmique, quoi. C'est-à-dire qu'en comparaison au dernier cycle, on a vraiment eu le droit au pire, quoi. Moi, ce qui me fascine toujours, je pense que j'avais eu un interview sur un autre média. Il me posait la question du bear market, mais ça, c'était il y a 1 an et demi, quoi. Il y a 2 ans. On n'y était pas Il encore, quoi. disait, oui, bon, 1 an et demi, on y était au bear market. Ça commençait déjà à C'était le décalquer. tout début. Ouais, Ouais. tout début. Et là, on me disait, ouais, ouais, c'est impossible, parce qu'il y a eu des choses en cascade, hein. Il y a eu USD, il y a eu Tron, pas Tron, mais Terra. Luna, ouais. Ensuite, Luna, Celsius, Claro. FTX, True Capital, voilà, tout ça comme ça. Et à l'époque, c'était non, mais c'est un cas isolé. On peut pas rentrer dans un bear market, c'est impossible. D'où on verra Ethereum à 1005 ou 1007. This time is different. Voilà, this time is different parce qu'il y a déjà beaucoup de projets qui ont monté. Maintenant, tout le monde en parle. Et moi, je disais, mais les gars, un bear market, ça peut être là pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais sans souci, sans souci. Et donc, maintenant qu'on est déjà à plus d'1 an et demi, c'est assez intéressant parce que on est toujours là à train de se dire non, mais ça va pas continuer, c'est pas possible. Et en fait, à chaque fois, tous les jours, il y a un truc, boum, moins 20%. Ouais, mais c'est bon, ça va revenir. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est la psychologie humaine. Mais là, par exemple, il y a 1 an, j'avais quand même une sorte d'analyse assez noire, ce qui allait se passer, parce que moi, genre les FTX, je l'ai T'avais interviewé il y a ouais. plus de 2 ans. Euh, Mm, Là, en ce moment, je dis des choses sur Binance, ça fait 1 an et demi que j'en parle. Tout le monde me dit non, mais non, c'est impossible. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le gars, ça est en train de se casser la figure. Là, il y a les SEC, il y a la Fed, il y a tout le monde. Là, en fait, en l'occurrence, je dirais que si on devait faire une analyse du marché à l'heure d'aujourd'hui, elle est plus noire qu'il y a 1 an. Alors qu'il y a 1 an, il y avait d'autres gars qui étaient là et qui étaient gros. Là, on a tout perdu ces gars. Et pourtant, l'analyse financière et l'analyse du marché qui doit être faite aujourd'hui, elle est un peu plus noire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est beaucoup plus brillante en Europe. Pourquoi? Un concept que les gens et la communauté, notamment les médias, ont beaucoup critiqué, mais c'est Mika. Il faut savoir que Mika a favorisé, donc a apporté 60% des investissements dans le monde de la blockchain sur le dernier trimestre ont été faits en Europe. Pourquoi? Parce que l'entièreté des VC et des investisseurs dans le monde, ils veulent investir dans un marché qui est régulé.
Donc, en fait, Ils Mika peuvent se est en train de projeter, en solidifier. fait. Exactement. Et donc, en fait, Mika est en train de solidifier l'activité en Europe, où l'entièreté, là, c'est pas pour rien, Axis Inzel vient d'ouvrir un headquarter en Europe. Son headquarter va être basé à Londres, parce que c'est anglais, mais je suis à peu près persuadé qu'il y aura une succursale d'investissement financier à Luxembourg, ou choses comme ça. Donc, ils sont en train de ramener une activité d'investissement en Europe. Pourquoi? Parce que le marché commence à être régulé seulement en Europe. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir en Europe avec un cadre qui est tout clean, alors que ça va mal aux US et qu'au final, bah, on est dans un monde, voilà, tout est mondialisé, les US ont aussi un gros impact sur nous. C'est à quel point, tu vois, Mika peut genre nous permettre de passer au-delà de ça. Est-ce que dans tous les cas, on sera corrélé et si c'est la merde aux US, dans tous les cas, on peut pas regagner de l'espoir? Quelle est ta vision sur ça? Oui, on a un petit peu on a un petit peu les enfants des Américains sur toutes les décisions, internationales qui sont prises. Et ça, c'est malheureux. J'espère que l'Europe peut tirer son épingle du jeu. Mais c'est vrai qu'en termes de souveraineté, en termes de gouvernance nationale et européenne, on n'a pas forcément énormément de manœuvres. Et j'espère qu'on va pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais c'est forcé que ce qui arrive aux US en ce moment va avoir un impact sur nous les Européens. Après, il faut savoir que quand tu as des investissements qui arrivent sur un marché comme ça, c'est pour investissement pour financer le bear market. Et donc, c'est vraiment une concentration sur les équipes qui vont monter des projets. Et donc, en l'occurrence, quand tu montes un projet, tu n'es pas forcément impacté directement à ce qui se passe au niveau régulatoire, au niveau international, sur la scène internationale. On va dire que c'est plus pour des projets qui sont déjà ancrés, déjà très gros. Là, c'est difficile. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as des grosses décisions diplomatiques internationales, notamment ce qui se passe avec la SEC ou la Fed aux États-Unis et Mika, on va dire que c'est plus pour des projets. Mika, c'est plus pour des projets early stage, mais ça va, on peut arriver. Au contraire, c'est plutôt ça donne des règles et c'est intéressant. Mais pour des projets qui sont déjà et qui existent déjà, là, il faut faire une restructuration, faut faire un pivot et il faut arriver à calculer les risques associés à un business qui est en cours. Donc oui, il fait forcément. Là, on va se prendre des impacts. On va se prendre des impacts assez rapidement. J'ai regardé l'année dernière, je crois que l'écosystème crypto a levé quelque chose comme 35 milliards ou 38 milliards des données que j'avais eues avec Messari. Là, on est en milieu d'année, on a un peu plus de 3 milliards. Enfin, c'est insane, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, que tu vois aussi en dehors de la crypto parce que justement, on a plus tendance à prêter notre argent au gouvernement américain et d'avoir un rendement qui est plutôt safe? Ou est-ce que c'est vraiment propre à la crypto d'un point de vue levée de fonds et évolution entre 2022 et 2023? Non, mais le marché s'est cassé la figure de 10 fois. Donc, environ, on est passé, on va pas dire ça, mais le marché en termes de volume, pas de volume, mais de quantité, on a fait divisé par 3, je crois. Et sur les assets d'investissement, je suis pas surpris que ça divise par 10, 10 à 20. Il faut savoir aussi qu'il y a eu l'arrivée du gros concept de machine learning et AI. Le 90% de l'attention est focalisée sur ces concepts ChatGPT, Midjourney, choses comme ça. Parce que c'est le FOMO et parce que c'est là où tout le monde doit aller en ce moment. Et c'est sûr que vu que la crypto elle va en poupe, est extrêmement décriée à l'heure actuelle au niveau régulatoire, c'est très difficile pour un investisseur américain de se projeter en termes d'investissement sur des projets. Et il faut savoir aussi qu'on arrive de plus en plus avec les protocoles et les piliers ou les fondations de cette centralisée qui commencent à être relativement assez poussées et construites. Ce qui fait que maintenant, on arrive plus dans l'applicatif au niveau SaaS. Et donc, les C'est envergures moins de retour excitant, sur c'est ça que tu veux dire. on va dire que les retombées économiques sur les projets SaaS, c'est beaucoup moins impressionnant que d'arriver sur un protocole. Un protocole peut taper dans les 10 milliards à 20 milliards de valo et un SaaS, bon, c'est sûr que si tu es en mode unicorn et en mode complètement FOMO, tu peux peut-être arriver à faire du 500 millions full market cap ou peut-être 1 milliard, mais voilà, on est en ordre de magnitude entre 1 et 2, donc c'est beaucoup moins intéressant. Est-ce que tu penses que, tu vois, tu parlais de tout ce qui était AI, etc., qui captivait un petit peu les investisseurs et les liquidités. Est-ce que tu penses que les cryptos vont être en capacité de s'approprier justement ce mouvement autour de l'AI, ou est-ce que si c'est le cas, ça va être juste du bullshit? Ah non, je pense forcément, malheureusement, pour moi ça fait un peu peur, mais je pense que oui,
AI va pouvoir ou blockchain va pouvoir utiliser vice versa en fait, ils vont pouvoir se connecter mutuellement. Après de là à ce que et aussi qu'on veut que ce soit un monde complètement décentralisé et qui scale, parce que vous connectez un AI agent dans un Minecraft ou un GTA qui apprend par lui-même, qui s'auto conseille et commence à faire vivre son aventure dans le jeu. Ça peut faire un peu peur. Après, il y a aussi des théories où forcément, si les AI, par exemple ChatGPT ou je sais pas, des trucs se connectent à Internet, et vu que de plus en plus le content est généré par des AI, eh ben, au fur et à mesure, il peut y avoir une dépréciation de la qualité du content parce que bah, il absorbe lui-même son knowledge. Au bout d'un moment, ça se casse la figure. Et oui, il y aura une connexion. Je dirais que 99,999% de l'ensemble des choses qui vont être faites entre relations blockchain et AI sera du bullshit, du gros bullshit. Des gens qui vont essayer de surfer sur la wave, sur la vague. C'est déjà arrivé, des gens qui ont levé plus de 200 millions sur un truc complètement ahurissant et des projets qui n'ont Tu pas du parles de tout réussi à pousser. WorldCoin? Pour rien avoir. Ça WorldCoin, c'est. Et d'ailleurs, c'est assez inquiétant parce que c'est quand même le gars qui a fondé ChatGPT. Donc, ouais, tu te dis, ça se trouve, le gars, il a une énorme chance. Parce que moi, j'ai créé un truc qui s'appelait IDBox qui faisait la reconnaissance fingerprint et iris. Et on a développé ça en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2017. Hein. Et je me suis vite fait rendu compte que non, tu peux pas arriver à scaler avec une telle technologie. Et de deux, tu n'as pas envie que cette technologie soit complètement décentralisée. Parce que derrière, c'est ton identité personnelle qui est mise sur le réseau. Et comment tu peux assurer, en fait, dans le problème de ces systèmes-là, c'est comment tu assures en fait l'onboarding. L'onboarding, tu peux très bien payer un mec pour dire si tu crées ce profil-là, où tu crées en fait un AI, tu le mets dans la caméra, l'iris, et l'AI et l'iris crée une nouvelle identité. Donc, en fait, ce truc, en fait, il n'est pas du tout viable. Genre, n'importe qui avec des concepts de base se dirait, mais ce truc-là, c'est n'importe quoi. Et en fait, pour moi, c'est clairement la représentation d'un Ponzi mondial. Ponzi mondial qui est supporté par un gars qui World Ponzi. drive. Ah oui, oui, c'est ce que je sais plus. Moi, j'avais écrit World Clown. World Clown. C'est un clown, ce truc. Et donc, en fait, que quelqu'un derrière qui ait pu monter un truc comme ChatGPT, tu dis en fait, non, soit c'est un truc de chance, soit le gars est complètement allumé, quoi. Donc, pour toi, c'est soit un cash grab, soit on comprend pas totalement encore sa vision Non, mais on peut dans le doute. pas. Donc, c'est un cash Vu que grab. l'onboarding, mais bien sûr, vu que l'onboarding est impossible, c'est qu'en fait, je peux avoir un iris, par exemple, je peux très bien être une conférence, ramener mon PC, je dis au mec, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi jouer un peu avec l'Iris. Je ramène un Generated AI sur mon téléphone, je le présente à l'Iris et je crée une identité. Le but ultime de ce projet, c'est de créer des identités uniques. Or, en l'occurrence, je peux prouver en un quart de seconde que je peux arriver à lui donner 1 milliard de fausses identités sur le marché. Il faut savoir que le darknet, en ce moment, en Russie ou je sais plus, en Chine, il est florissant au niveau des identités WorldCoin. Ce truc-là ne marche pas. Et donc, je comprends même pas comment on peut arriver encore aujourd'hui à se dire ouais, trop bien, trop bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un coin qui va être créé, une distribution à airdrop à tous les gens qui ont créé l'identité, et les gens vont s'amuser à l'acheter. Donc ça va être le prochain Dogecoin, le prochain truc comme ça, avec un gros market cap à plus de 50 milliards. Et derrière, les mecs ont 10%, ils ont 5 milliards, ils augmentent leur fortune. Mais derrière, ça va résoudre aucun problème, ce truc. Mais est-ce que ceux qui sont à l'initiative de la connerie, au-delà même d'être le créateur qui, bah, pour toi, a une idée qui ne Vous avez marche pas, rencontré c'est aussi les investisseurs? Parce que les investisseurs, en gros, ils investissent, même s'ils savent que c'est de la merde, ils se disent juste, bah, c'est le fondateur de OpenAI, bon, voilà, on va faire Non, de l'argent dessus, quoi. Non? non, non. Moi, j'ai rencontré le fondateur, si je me souviens bien. D'ailleurs, j'étais avec un gars de l'équipe, donc ça, on pourra cross l'information. Mais je crois que c'était à Blockchain Week à Paris l'année dernière, Ok. avant la création du projet. Soit l'année dernière ou soit il y a 2 ans, je sais plus. Je crois que c'est l'année dernière. Et le gars, j'y ai parlé, mais complètement à côté de ses pompes. Le projet, il me disait ça, je disais mais ça peut pas marcher. Je te dis ça, non, non, on a trouvé des fonds, on va lever. Moi, je pense sincèrement que oui, en termes d'investissement, c'est un cash grab, c'est dire ouais, peu importe, ce truc-là, de toute façon sur le marché, il y a des gens, ils sont complètement tarés avec ce truc, ça va monter, on va être à 50 milliards de valo, peut-être 100 milliards, on va peut-être dépasser de deuxième au niveau de Bitcoin et Ethereum, et derrière, nous, on a des tokens, on va dump, et puis basta. En fait, il faut savoir que la bonne partie des VC n'ont rien à faire si c'est légitime, si ça a des valeurs intrinsèques, tout ce qu'ils veulent, c'est de faire un retour d'investissement pour les LP, et basta. Et là, encore une l'occurrence, ce que je me demande, c'est pourquoi la communauté internationale ne crie pas au scandale sur un projet comme ça. C'est n'importe quoi.
Ouais. Je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. C'est pas forcément un point de vue que j'avais eu jusqu'à maintenant. Je crois que pas mal avait été dubitatif, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui est renseigné sur le sujet. Je voulais parler de macro. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde parle de macro. Il y a 2, 3 ans, en tout cas, le marché s'intéressait moins à ce qui se passait dans l'économie en général. Toi, à quel point tu t'y intéresses? Je suppose qu'avec Stake Capital, c'est quelque chose auquel tu t'intéresses, ou est-ce que pas du tout et au final on est en bear market par exemple, est-ce que même tu vois, est-ce que tu t'intéresses à la macro, à quel point, et aussi par exemple en bear market là pour toi, est-ce que c'est l'opportunité de faire les meilleurs invests ou c'est encore trop risqué de se jeter par exemple? Alors, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je pense que j'étais le premier, notamment dans l'écosystème français, à Tu peux t'envoyer des parler fleurs, hein. et mélanger l'analyse macro et micro aussi sur la blockchain, mais aussi au niveau financier global. Et c'est comme ça que j'ai créé les Core Wars étaient dedans dès le départ, mais aussi au niveau parler système monétaire international. Et ça, sur les premiers calls, c'est pour ça que d'ailleurs j'étais invité juste avec Cryptomatrix ou je sais plus sur des calls pour parler en fait de macroéconomie parce que moi c'est un truc qui m'intéresse depuis un bout de temps et j'ai fait énormément de recherches et je me suis énormément renseigné sur ces sujets parce que par exemple pour créer ou pour investir dans les stablecoins, pour à l'époque comment je regardais en 2011-2012 le Bitcoin que j'ai commencé à investir, j'étais un qui est passé par Boursorama, compte fermé, je suis tombé dans le monde Gox. Donc oui, c'est un truc que je m'intéresse depuis plus d'une dizaine d'années, au niveau économique, au niveau théorie des jeux. Non, c'est pour moi c'est. Et là, en l'occurrence, sur ta question, dernière question, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que dans les bear markets, c'est toujours le meilleur moment pour investir. Les bull markets sont le pire moment pour investir. Donc là, le bear market, et c'est sûr qu'en bear market, tu as des capitaux qui sont beaucoup plus limités, et donc c'est beaucoup plus difficile. Mais toute personne qui a la capacité d'investir à l'heure d'aujourd'hui, c'est la meilleure période d'investissement. Toujours. Donc, au final, les VC qui vont le mieux performer selon toi, ce sont ceux les mieux capitalisés et les plus liquides dans ces conditions de marché. Seulement, c'est des Et il y en VC a qui beaucoup ont réussi. ouais. Non, très peu. Non, très peu, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui lève de l'argent. La majorité des VC sont cassés C'est la dèche. la majorité des VC sont cassés la figure. Les hedge funds sont morts. Donc les gens qui faisaient du YOLO bozo, j'ai tout compris, j'ai tout fait, je suis le meilleur investisseur, ils sont tous fait latamer à coups de leverage hyper risqué sur des assets spéculatifs. Donc ils sont tous partis, ils ont tous disparu ou ils sont tous à Dubaï. Donc là, en l'occurrence, le marché est beaucoup plus petit. Et donc oui, forcément, les gens qui sont la capacité d'investissement au jour d'aujourd'hui, ce sont les investissements qui vont outperformer le marché dans quelques années. Encore, et ce qui sera intéressant, c'est toujours la même chose avec tous les mêmes cycles. Les gens qui investissent aujourd'hui, même des petits montants, hein, qui prennent le risque d'investir aujourd'hui, sont des gens qui sont décriés dans 2 ans parce que les gens leur diront oui, mais c'était obvious. C'était obvious. Moi, si j'avais pu investir dans ce truc-là, je l'aurais fait Ah, direct. ah, Et donc, je peux te dire que quand j'ai c'est investi sur Ethereum à 80 $ le dernier cycle, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient dans Ethereum. Enfin, il y en ah ouais, avait évidemment, je suppose que tu en fais partie, mais on nous parlait de double digit shitcoin, on voyait pas le truc se relever. Enfin, c'était lunaire, quoi. Parce que le truc exactement. avait fait Et moins aujourd'hui, 95%, hein, ou un truc comme ça. le jour d'aujourd'hui, on dit ouais, CryptoPixel, mais normal. Mais moi, à 80, même à 120, j'aurais investi. J'ai dressé pendant un an à 120. Ah, mais Arthur de BitMEX disait un double digit shitcoin. Bah non, mais moi, j'aurais investi. J'étais pas au courant. C'est toujours pareil. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Les gens disent mais c'est trop risqué, c'est trop risqué. Et dans 2 ans, ils diront ah non, mais ça, moi, j'aurais eu la chance, je l'aurais fait. T'étais juste un chanceux. Voilà, toujours pareil. L'histoire se répète. Ouais. Pour toi, là, qu'est-ce qui pourrait déclencher un bull run? Ou en tout cas, quels seront les signaux qui nous permettront d'avoir plus de confiance dans ce marché-là? Et dans le fait qu'il s'apprécie, tout simplement. Bah, c'est compliqué, hein. Là, si on se parle aujourd'hui, on est le 14 juin 2023. La SEC vient d'attaquer Coinbase et Binance. Là, c'est les deux plus grosses exchanges qui restaient sur le Ça marché. fait chier. Voilà, faut avoir le dos solide, là, les épaules solides. Euh, Moi, je dirais là qu'on va passer encore un bon nuage de poussière. Là, on vient juste de commencer à rentrer dans le Sahara.
Il va falloir trouver des oasis assez rapidement. Mais je pense que le voyage va être assez long et dur. On va pas forcément rentrer dans un bull run. Je pense qu'on va rentrer dans une stabilisation. On est déjà à l'heure aujourd'hui. Il faut savoir que la majorité des hedge funds sont cassés la figure, comme j'avais dit, où ils ont fermé boutique. Ce qui fait que c'est pour ça, en fait, que le marché est relativement assez stable. Oui, on peut avoir des décotes à 10%, 20% en fonction d'une annonce à la SEC, mais c'est pas des 80% comme des cotes qu'on aurait pu rencontrer avant. Un Ethereum qui peut tomber à 120, c'est toujours possible. Faut pas se Arrête, fermer, faut pas se Julien, mettre le doigt dans. arrête. Non, mais il faut regarder. Le truc, en fait, c'est de regarder long terme. Long terme, si Ouais, on mais ça prend la remet vision en de la cause la blockchain. tendance long terme, le fait qu'un Ethereum redescende à 120. Non, 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 non. Non? Si tu zoomes toujours dans l'intérieur, tu peux toujours trouver des fluctuations sur les 6 mois et des cotes de 70%. Et sur le long terme, tu auras toujours la graphe qui sera toujours en train de monter. Le truc, en fait, c'est que moi, long terme, forcément que c'est une révolution industrielle. Court terme, c'est relativement dur. Se dire que ça va aller en s'améliorant sur le court terme en entendant ces news de la SEC, Coinbase, Binance, choses comme ça, c'est se mettre le doigt dans le nez. Là, en l'occurrence, il faut se préparer sur un marché qui est relativement assez difficile. Moi, ce que je pense et ce que j'aimerais, c'est de voir des actions au niveau MiCA, des actions au niveau réglementaire et régulées au niveau européen, qui favorisent la création d'entreprises et aussi la pérennité de certaines entreprises. Mais par exemple, derrière les concepts de KYC et ML, c'est pas en allant attaquer les politiciens et ceux qui forment les lois, dire oui, mais non, vous comprenez pas, DeFi c'est décentralisé, c'est anonyme, machin truc. Essayons de répondre à leurs questions avec des concepts technologiques. Moi, je suis persuadé qu'on peut arriver à ramener les concepts de KYC et ML, mais via du zero knowledge proof. Donc, en gardant ce concept d'anonymat, tout en étant actif sur ces concepts financiers. Et donc, en ramenant de la sécurité au niveau retail. Il en l'occurrence, et ce qu'il faut aussi, c'est remettre à plat les bases du discours. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, que 90% de ce qui s'est effondré dans l'écosystème de la blockchain sont des institutions centralisées. BitMEX, FTX, Celsius, Two Hero Capital sont des comportements de finance traditionnelle en vendant des outils ou des produits de crypto. Mais ça n'a rien à voir avec la crypto. Ils n'utilisaient pas la technologie de la crypto. Ils ne fournissaient pas des wallets. Ils ne fournissaient pas. Voilà. Donc c'est un système centralisé qui a échoué. Pourquoi? Parce que la régulation a échoué à les auditer. Mais ce n'est en aucun cas un échec de ce que nous on construit dans le monde de la finance centralisée. Donc il faut vraiment se séparer entre les deux entités, ces deux mondes, pour pouvoir arriver à apporter un discours cohérent. Je pensais je repensais au fait que tu parlais de 120 $ sur Ethereum. Aujourd'hui, toi, quand tu penses à cette éventualité, est-ce que tu es déjà exposé à Ethereum? Et surtout, quand tu as plein d'argent, qu'est-ce qui change dans tes prises de risque, tu vois? Parce que je suppose que tu prends pas le même risque qu'il y a 3 ans, quoi. Alors, déjà, je remets, c'est pas plein d'argent, c'est plein de travail. C'est important. C'est les deux. Non, mais en fait, moi, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est pas compliqué. Le succès d'un investissement financier, le succès d'aller trader, donc c'est surtout pas une recommandation d'investissement, puisqu'en fait, ça va être l'inverse, c'est de savoir comment, de savoir sa capacité d'être exposé au risque. C'est en fait, souvent, les gens vont dire, ah oui, mais si j'investis pas dans tel asset, je vais perdre les 10% ou les 20% qui arrivent. Mais tu n'en as rien à faire. Si tu crois à la vision de cet écosystème, c'est-à-dire en fait que tu crois que le marché va faire x5, x20. Qu'est-ce qu'on a à faire d'aller mettre toutes tes billes dans un truc pour aller choper un 20%, alors que le truc demain, il peut perdre 90%. Donc en fait, c'est vraiment sa capacité de pouvoir être exposé au risque. Si ta capacité de pouvoir être exposé au risque, c'est en fait de jour au lendemain, tu te dis de base, je peux tout perdre, quelle est cette quantité de ressources, d'argent que tu as mis en place qui te permet en fait d'être positionné au niveau safe. Et ça, c'est vraiment important. Et beaucoup de personnes se considèrent comme des traders. Mais ce qu'ils font, c'est juste aller au casino. Un vrai trader, quelqu'un qui travaille pour un hedge fund, donc qui travaille pour un fonds d'investissement, il va savoir sa capacité d'acheter le risque. Donc il va dire, écoute, moi je mets peut-être 100 millions d'investissements là-dessus, mais derrière j'ai 10 milliards. Et donc ça correspond à même pas à 0,1% de mon patrimoine. Et donc c'est ça la question. C'est vraiment, et là c'est la clé de réussite. Tu t'en fiches d'aller choper 20, 50, 60% même des fois. Si derrière le marché fait x10 et x20. Et par contre derrière tu peux tout perdre. Et donc faut pas considérer le marché comme un casino. Et là c'est important. Et donc oui forcément sur un marché comme ça avec tous les signaux au rouge, dis-moi ce signal qui est au vert.
Je sais pas, je veux bien les gens qui XRP? bullent, oui. Non, non, je te parle d'un signaux cohérent et je te parle d'un signaux macroéconomique. Ouais. Sur un milieu comme ça, sur un marché comme ça, il faut s'attendre au pire. Il faut se positionner pour le pire. Positionner pour le pire, c'est soit comprendre des produits structurés, des produits financiers qui sont relativement assez complexes pour pouvoir aller se hedger. Donc, par exemple, si le marché, ok, j'ai une position long sur tel truc, mais si le marché casse la figure, eh ben, je suis hedgé, je fais un fois quelque chose. Et c'est ça la clé de réussite. Si d'ailleurs, si tu n'as pas la capacité de comprendre ces théories, alors tu fais des positions relativement assez safe. Tu vas dérisquer. Et donc, tu vas te positionner, tu vas attendre que le marché repart. Et c'est pour ça que l'ensemble des gens qui donnent souvent des analyses financières, ou par exemple, je sais pas, dans la finance traditionnelle, dans les boursorama et choses comme ça, ils disent toujours signaux rouges en attente d'un départ, attendez 10 à 20%. Des trucs incohérents pour des gens qui se disent, bah attends, mais moi, 10 à 20%, c'est énorme, il faut vraiment que j'y sois. Ouais, mais bon, si tu mets maintenant, peut-être que tu peux tout perdre. Julien Bouteloup qui parle de risk management, ça me fait plaisir. Parce que même moi, tu vois, personnellement, je trade pas mal et je partage un petit peu genre mon aventure en tant qu'investisseur, en tant que trader. Et le risk management, au final, c'est tout. T'as beau être la personne qui a la meilleure vision, le mieux renseigné, le meilleur techniquement. Si derrière, t'as pas de risk management, tu vas juste broke, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. C'est que Mais non, aujourd'hui, mais si t'as pas de risk management, tu brûles ton capital, tu peux plus jouer au casino demain, ou tu peux plus participer en tout cas à l'appréciation même de ses actifs en tant qu'investisseur. voilà. Donc, Il faut savoir que la majorité des gens, je dis pas à tous ceux qui investissent, par exemple, qui font de l'equity investissement ou des choses comme ça, mais dans ce milieu-là, c'est quand même un casino, quoi. C'est pas un casino, mais c'est relativement, c'est de l'investissement, c'est relativement dangereux, et donc, le problème, en fait, c'est que c'est comme un casino, il y en a toujours un qui sort, qui a cartonné, et qui est là sur les réseaux en train de dire ouais et tout, moi je suis refait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ce qui fait qu'en fait ça vend la pilule à 99% des autres, et les autres ils disent bah alors si lui il a fait ça, pourquoi pas moi? Et c'est ça qui est dangereux. c'est le cas avec High Stake Capital, par exemple, qui a très bien réussi, je pense, si on moyenne sa performance sur les 5 dernières années. Mais moi, pour moi, il prend un risque qui est inconsidéré pour moi. Tu vois, moi, je suis pas capable d'endurer les drawdowns qu'il peut prendre. Enfin, moi, je l'ai vu, ce type-là, en termes de risk management, enfin, c'est le néant, C'est quoi. des Donc, gens, c'est moi, je des peux gens tôt pas. ou tard, Mais il est tôt très ou bon, hein, il a tard. très bien performé, mais Oui, mais c'est comme un casino, hein. Tu prends tout. C'est souvent aussi ce genre de stratégie, c'est souvent des stratégies qui sont publiquement annoncées quand elles performent. Mais quand elles ne ouais. performent pas, c'est jamais dit. C'est jamais dit. C'est Donc, quand c'est quelqu'un pas de qui la va au casino. transparence. Euh, Quand quelqu'un qui va au casino, il dit ouais, j'ai gagné tant. Mais il ne dit pas que ces dernières années, il a perdu x5, x10, c'est ce qu'il euh, a gagné. C'est toujours pareil. C'est la psychologie humaine. On c'est aime comme les bien paris accentuer sportifs, les hein. réussites. Voilà, exactement. Exactement. Je voulais revenir un petit peu sur le cas FTX. Quelles répercussions tu as pu observer à la suite de FTX et à quel point ça t'a impacté toi, par exemple? Parce que même si tu te retrouves en dehors de FTX et que, je sais pas, tu n'avais pas de fonds dessus, etc., je suppose que ça a tellement impacté l'écosystème que ça a pu aussi t'impacter. Donc, ouais, petit bilan de tout ça. Ouais, non, mais je pense que au niveau macro, ça a discrédité complètement l'écosystème. Je pense que la cascade de la finance centralisée qui s'est effondrée, Celsius, True Hero Capital, FTX et tous ces mecs-là. Il faut savoir que FTX était quand même relativement axé et connecté avec les politiciens, avec les VC, était quand même un peu une banque pour une bonne partie de l'écosystème. Et ensuite, ça a fait effondrer, ou je pense pas que c'est une responsabilité directe, mais toutes les banques, cyberbanks, et donc en fait, les politiciens et les boîtes de régulation ont incriminé la crypto comme étant le responsable de la faillite d'un échec financier, sans pour autant dire que oui, ils avaient imprimé 3 trilliards pendant le Covid, que c'était directement aller se mettre dans le mur. Mais ça, peu importe, trouve un coupable. Le coupable, en l'occurrence, c'est la crypto. C'est pas du tout d'avoir imprimé 3 trilliards. Comment essayer de faire porter le chapeau à cet écosystème. Et donc, forcément, ils sont en train d'attaquer. Et donc, l'échec d'un FTX a mis du mal à cet écosystème et aussi à beaucoup de business dans l'écosystème. Je pense qu'après, sur le long terme, ça fait du bien. Toujours. Les bear markets,
Ça Le retour à permet la raison. retour à la raison. Je pense que ça, c'est une bonne quote pour ce call. C'est un retour à la raison, ce que ça a fait. Il faut savoir qu'il y avait plus d'une majorité des gens dans l'écosystème qui étaient arrivés pendant le bull run, qui pour eux, c'était l'Eldorado, c'était comme L'Eldorado, ça. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de comprendre les concepts de base de cet écosystème. Et donc voilà, donc forcément, c'est une des plus grandes écoles. Et quelle est la meilleure école? La meilleure école, c'est d'avoir l'expérience de ce que le professeur est en train de vous expliquer. Et là, en l'occurrence, je pense que l'ensemble de l'écosystème a commencé à avoir l'expérience de ce qu'il est en train de discuter. Et pour autant, il y a quand même des gens qui essaient de s'en sortir avec les mêmes concepts qui nous a foutu dedans. Donc, par exemple, tout ce qui est Ponzi et scam, sans mentionner les NFT sur Bitcoin, les trucs comme ça. Et donc, voilà, c'est un écosystème qui fait le mélange des genres et des mondes. Et donc, forcément, il faut arriver à naviguer au travers les mailles du filet. Oui, plus d'un sont fait avoir et plus d'un se feront encore avoir. J'allais dire, on a presque évité le pire, mais tu te souviens quand même qu'il était en train de plus ou moins d'annoncer un stablecoin FTX. Hein. Donc, si ça n'avait pas explosé maintenant et qu'on aurait tout sauté avec un stablecoin en plus, je te dis pas la pagaille déjà en plus de ce qu'on avait déjà eu. Hein. Donc, Ah, bien sûr. ça aurait été. Toi, par Bah après, exemple, ouais, après tu me diras, Terra était en ordre de magnitude, était assez gros, hein, et s'est effondré ouais, du jour au lendemain. Moi, j'avais fait un interview avec le gars qui était numéro 2 de Terra à Binance l'année dernière à Barcelone, pas ouais. Binance, Avalanche Summit à Barcelone l'année dernière. Le gars sur le panel, quelqu'un dans l'audience disant mais je comprends pas les taux. Les taux qui sont affichés à plus d'un rendement de taré, c'est pas sustainable, quoi. Ça peut pas une Ça pérennité peut dans pas le tenir. temps. Mm. Il était là en train de sourire, mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois rien. Je crois que c'était le lendemain ou 2, 3 jours après, boum, effondrement total. Et là, Ouah. je pense que si des gens veulent retrouver cette conversation, ils peuvent mettre mon panel à Avalanche Summit l'année dernière. Je pense qu'il y a des petits archives intéressants à trouver. Ouais. Quelle est la confiance que tu as maintenant, par exemple, dans les stables qui existent? On a vu l'USDC dépeg. Pour l'instant, Tether n'est pas attaqué. Quel poids tu mets dans ces stables? Et toi, par exemple, aujourd'hui, tu dois avoir du cash sur la blockchain. Qu'est-ce que tu fais? Moi, forcément, je suis un peu C'était biaisé aussi. capital, Ah, c'était en soi capital. aussi. Les deux. Forcément, ouais. On essaie d'être edgé. En fait, la question, et ça c'est relativement assez important, comme tout à l'heure on a dit sa capacité d'exposition au risque. Eh ben, en l'occurrence, la capacité d'exposition au risque, c'est oui, forcément, surtout avec l'activité que nous on a en perso, on peut aller faire du 12, 15, 13% ou 8% ou 6% de rendement sur des stables. Mais ça, c'est encore faut-il se poser la question, est-ce que c'est 100% zéro risque? Et donc, Parce que le il risque faut en vaut la arriver à chandelle. pouvoir. Exactement. Donc, est-ce que le rendement vaut la chandelle? Est-ce que je ferais pas mettre 15% là-dessus, 20% là-dessus? Ce qu'il faut, en fait, dans un écosystème en bear market, ce qu'il faut, c'est se comporter comme bon père de famille. Il faut savoir, OK, je pense personnellement que ça peut pas s'effondrer, mais je prends en acquis que ça va s'effondrer. Quelles sont mes dispositions que je peux mettre en place dans le scénario que ça va s'effondrer? Oui, forcément, personnellement, je suis persuadé que j'ai pas envie que ça s'effondre. Mais je dois prendre comme acquis que ça va s'effondrer et comment je me positionne. Ça, c'est important. Ouais. Est-ce que c'est pas plus safe par exemple, d'avoir un BTC et de shorter l'équivalent et donc d'avoir une exposition neutre plutôt que d'avoir du stable où on est incertain de ce qui va se passer? Je sais pas. Dans tous les cas, il y a un risque partout. On l'a vu, il y a des risques sur les DEX, sur les SEX. J'avoue que ça crée pas mal d'incertitudes parce que tu te sens pas safe à un endroit, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop comment pallier à ça. J'aimerais parler un petit peu des securities. Euh, où est-ce Donc, qu'on en est pour pallier à ça, niveau. pour Ouais. revenir sur ta, ce qu'il faut, c'est avoir des œufs dans plusieurs différents paniers. C'est la seule façon de pouvoir se protéger. Donc, il faut Ou protéger une avoir. partie, tu veux dire? Déjà, on est jamais toujours protégé. Hein. Mais je veux dire, si tu es dans la capacité, après, ça dépend si tu as une situation financière personnelle, mais il faut avoir un peu tout. Il faut, oui, avoir de la crypto, oui, avoir Je te vois de plus si jamais. l'investissement. Ah, ok, Ah ok. voilà, d'accord. Il faut avoir, il faut être diversifié au maximum. Et qui dit diversifié, bah, c'est, je sais pas, acheter même un truc dans la vraie vie. Tu peux acheter un vélo de collection, tu peux acheter n'importe quoi qui Une fait montre, un que appartement.
une montre, un appartement, diversifier son patrimoine. Diversifier son patrimoine, c'est être la meilleure façon de pouvoir être limité au risque. Et oui, forcément, bah, ton investissement, si tu as acheté une belle montre, elle va sûrement prendre que 1% à l'année, ou même pas, elle va peut-être rester stable. Oui, mais c'est toujours mieux d'avoir une montre à la fin que d'avoir zéro. C'est toujours mieux que d'avoir un vélo qui est super et pouvoir, si tu as un moment difficile, revendre. C'est toujours bien d'avoir Du coup, une voiture. C'est important. Julien achète des vélos. Moi, j'achète des Qu'est-ce que tu vélos, j'achète achètes, des toi? Peugeot, moi. J'achète des Peugeot, moi. Les anciens Peugeot, là, les anciens vieux Peugeot. J'ai acheté une moto, une ancienne vieille moto. Euh, c'est jamais, hein. C'est jamais. Et peut-être vous avez pensé que j'ai un énorme Tu vas, discours noir. tu La vas me parler tempête d'Apocalypse, arrive, là? apocalypse. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le bear market, moi, ce que je recommande, c'est toujours être diversifié. Diversifié, c'est être limité au risque. Le marché peut reprendre 50% demain, 40%, 30%, ça veut rien dire. Même Si passer des par contre il checkpoints. fait, C'est-à-dire ne plus, oui, par exemple, si tu arrives à un niveau d'argent qui change ta vie, tu n'es pas dans une situation où tu peux perdre ce niveau-là, par exemple. Ça peut être assez important d'essayer d'arriver à des points de sauvegarde dans le jeu pour ne jamais retourner trop en arrière. point de Parce que ça, sauvegarde dans le jeu. ça peut faire mal au moral, quoi. Donc, Bah, voilà. pas que mal au moral, ça peut aussi avoir un changement de vie total, hein. Même quand tu as une famille ou quoi, ça peut être dramatique. Donc, faut faire attention à ça. Mm, exactement, exactement. Securities, du coup. Quelle est ta vision de la situation? Est-ce que tu vois la situation bien se terminer? Qu'est-ce que tu penses du procès XRP? Je suppose que, bah, vu que tu es exposé aussi d'une part au marché et aux alts, je suppose d'une manière avec Stake Capital, c'est des sujets que vous traitez. Euh, Enfin, de quel œil vous le voyez? Bah, forcément, après, cette discussion dure allez, combien On de arrive au temps? bout, non? 7 ans. Ou- Enfin, je sais pas, depuis Ethereum, création d'Ethereum, tous les concepts de sécurité XRP. Le truc, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avec Gary, là, euh, Karine Gensler. de la SEC. C'est-à-dire qu'il était dans la capacité de pouvoir déterminer si c'était une sécurité ou pas. Et pourtant, quelques années auparavant, il dit que c'était pas une sécurité. Donc là, il y a une énorme, je pense qu'il y a avoir pas une class action, mais je pense qu'il y a avoir et c'est pour ça que Coinbase est en train de contre-attaquer. Ils sont en train de contre-attaquer parce qu'ils ont la moyen de contre-attaquer. Ils ont le moyen de contre-attaquer avec des vidéos à l'appui, comme quoi ils disaient que c'était pas une sécurité. Et donc forcément, parce que l'écosystème essaie de prouver, si vous essayez si vous essayez de lire un petit peu entre les lignes, c'est en fait de prouver que quelqu'un avec une responsabilité au niveau gouvernement ou au niveau institutionnel américain a dit que telle ou telle chose était blanc. Donc forcément, l'écosystème a écouté les recommandations de telle entité. Donc forcément, l'entité de régulation financière est quand même assez la plus haute institution américaine, a dit telle chose. Et donc forcément, tu peux pas être incriminé pour avoir suivi les conseils d'une personne avec un tel degré de responsabilité et d'autorité. Donc c'est là en fait l'enjeu. L'enjeu, c'est de déterminer que. Et c'est pour ça que tu vois tous les messages sur Twitter et des choses. Ah, on a retrouvé tel poste, on a retrouvé telle chose qui avait été dit par Gensler. Et c'est là en fait toute la clé de cette compétition au niveau légal, de ce combat légal. Et c'est, je pense, des Brian de Coinbase ou des Binance vont prendre, je pense, cette Après, route. c'est mérité pour Binance, non? Ce qui se passe. Parce que C'est-à-dire, Binance, il parle il est quand même question, au-delà même, tu sais, de lister des securities, etc., blablabla, il est quand même question de mélange de leurs fonds et de fonds de clients, de ce que euh, j'avais entendu ah non, sur Binance US. moi, ça fait un an et demi. Moi, je crois que j'étais un des premiers, je sais pas trop, mais dans l'écosystème qui m'a bloqué, CZ. Quand je disais des choses incorrectes, direct était bloqué. Et quand tu te fais bloquer comme ça sans pouvoir arriver à avoir des feedbacks, c'est que derrière, la personne se sent vraiment attaquée et t'as touché dans le mille. En l'occurrence, il faut savoir que au tout début, il y avait des discussions que Binance US et Binance Asie international n'était en aucun cas les entités étaient connectées, c'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais très bien avoir deux entités avec deux noms différents. Donc en fait, quand tu dis qu'elles ne sont pas connectées, tu peux très bien avoir Patate et Orange, et ils se connaissent même pas, Dave et Adam, ils sont à deux endroits dans le monde différents. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a Tiens, tiens, découvert? tiens. Qu'il y avait un transfert entre Patate sur Orange de 400 millions d'euros. Bizarrement, les comptes bancaires sont connectés. Et voilà, c'est ça l'enjeu, et tout ça,
c'est une opacité, c'est de pouvoir arriver à manipuler les gens parce que si tu leur offres des rendements assez intéressants, tu leur offres des petites barres de chocolat et puis des trucs comme ça, donc ça fait plaisir. Et donc les gens ferment les yeux. Mais t'en es au point de dire qu'ils sont malhonnêtes. À quel point ils sont malhonnêtes? Est-ce que, enfin, je suppose que toi, tu laisserais pas tes fonds sur Binance, mais à quel point c'est critique pour toi la situation sur Binance et à quel point c'est une situation qu'on peut voir chez d'autres exchanges? Pour toi, est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, chez tous les exchanges autour d'eux, quoi? Ah non, moi je pense que un exchange, vu qu'il doit montrer des performances au niveau investisseur à un certain trimestre dans l'année, ce qu'il va faire, c'est essayer de faire en sorte que les courbes soient ouvertes pour pouvoir lever plus d'argent, des choses comme ça. Et donc, quand vous avez une technologie qui vous permet d'opacité, d'une certaine opacité sur les transferts à l'intérieur, ou de savoir si c'est collatéralisé, aussi de savoir s'il y a dans les réserves, qu'il n'y a aucun moyen de le faire, pourquoi si vous savez que l'audit arrive dans un an, ces gens ils disent bon là pour l'instant on va dire que les performances c'est ça, on lève les fonds et après on pourra régulariser la situation. Sauf qu'au bout d'un moment, quand l'année d'après vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir régulariser parce que il y a eu le marché qui s'est écroulé, c'est là où ça commence à aller à tourner au vinaigre. Et c'est ce genre de pratique en fait qu'ils font. C'est vu qu'en fait le système de ces plateformes ne sont pas forcément auditées tous les mois, et elles peuvent raconter tout ce qu'elles veulent. Et donc, en fait, elles peuvent manipuler les chiffres. En fait, pourquoi ne pas avoir un système d'un API ou un compte ouvert qui dit exactement où se trouvent tous les fonds? Et c'est comme ça, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est-à-dire que ça veut cacher quelque chose. Et donc moi, je ne dis rien parce que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne prends aucune décision. Et nous, avec Rect, on donne les informations sur la blockchain et les gens font eux-mêmes leurs conclusions. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on n'a jamais vu aucun échange centralisé qui s'est comporté correctement. Peut-être le Kraken? plus Kraken, moi j'aime bien le fondateur. Ouais. Après, j'avais toujours eu des doutes au niveau des systèmes de maintenance pendant les bull runs. C'était assez incroyable, ça permettait de faire des liquidations. Mais oui, effectivement, Kraken, je crois que c'est un peu les plus propres dans l'écosystème. Mais encore une fois, se positionner sur Kraken c'est plus propre ou Coinbase c'est plus propre. Demain, les trucs se cassent la figure. Genre mes propos qui vont être mis sur Twitter. Ah bah voilà, Julien était quelqu'un qui disait que Kraken était propre. J'en ai aucune connaissance. Je suis pas en fait, et je pense que personne peut répondre à cette question, puisqu'en fait personne n'a accès à l'information. Donc de là à dire que quelque chose est plus propre que d'autres, quand t'as pas accès à l'information, c'est une croyance. C'est comme quand j'étais à Biarritz, Bitcoin, ça je m'en souviendrai encore. Les gens sont là, oui, Ethereum est sale parce que Ethereum c'est fondé par Vitalik, par tous ces gars-là de Goldman Sachs. Je dis qu'est-ce qui vous prouve que Bitcoin n'est pas fondé par la CIA ou par les choses, puisqu'en fait vous êtes là en train de dire que Satoshi Nakamoto on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, ça peut être un groupe d'acteurs, de personnes mal intentionnées qui veulent essayer de créer une chose extrêmement dangereuse. Et ça peut être encore pire que des VC, ça peut être des gens. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est toujours essayer de se fermer les portes à la vérité. Dans l'écosystème, on doit pas don't trust verify. Et donc là, en l'occurrence, on peut pas vérifier l'information dans un système centralisé. On peut pas dire que tel ou tel échange est plus propre que l'autre. Donc toi, tu toucherais pas à des jetons d'exchange, par exemple? Parce que ça, aujourd'hui, tu penses qu'ils l'utilisent en collatéral pour faire plein de conneries, genre comme FTX le faisait, ou est-ce qu'ils ont été vaccinés? Non, mais, Binance a dit oui, il a essayé de montrer, il a essayé d'enseigner à SBF la vie en disant sur Twitter, ah oui, la première chose à faire, c'est pas d'utiliser son jeton comme collatéral. Attends, je crois qu'on a oublié le début de Binance, comment Binance s'est créé. Binance, c'est ce que faisait. Tu mettais en collatéral des trucs, tu les stakais. Ensuite, eux, Et ils c'est ont. marrant qu'il a dit, on ne l'a jamais fait d'ailleurs, je crois. Non, mais Donc, on l'a jamais fait ce mois-ci, quoi. C'est sûr. ouais. Il a oublié le deux mots à la fin de la phrase. Moi, je sais pas, je dis ça. C'est encore une fois, ce n'est pas. Non, j'aime bien avoir ton Euh, avis critique sur ça, parce que c'est pas un avis critique qu'on a régulièrement, et puis même d'avoir quelqu'un qui est pointu sur le sujet, c'est cool. On parlait juste précédemment de tout ce qui était valo, etc. Comment, toi, par exemple, tu analyses une valo, une capitalisation d'un projet, et à quel moment tu te dis c'est surcapitalisé, sous-capitalisé? Parce que voilà, en bull run, on a des capitalisations de malades. Même aujourd'hui, on a des trucs qui semblent super capitalisés. Voilà. Comment quel est ton guide, ton petit tutoriel de ton côté pour comprendre à quel point un projet est très capitalisé ou sous-capitalisé? c'est pas
c'est pas rocket science, hein. Moi, nous, ce qu'on fait, hein. Nous, ce qu'on fait, on utilise exactement ce que la finance traditionnelle connaît depuis des décennies. Tu multiplies un Donc, on a, revenu. voilà, multiplier un revenu, allez, on va ajouter un petit degré de marketing et de FOMO par-dessus, mais on regarde un price earning, on multiplie les revenus, surtout on regarde l'équipe, la puissance d'exécution, un projet dont l'équipe fondatrice n'a jamais créé de projet auparavant, on va dire que c'est 98% de chances d'échec. On va dire que les 2% sont encore là, donc forcément, si tu as 100 000 projets, bah, tu en as quand même 2000 à la fin qui vont être des unicorns. Ça veut pas dire que Julien il a dit 98% d'échecs et pourtant ces projets-là ont réussi. Oui, 98 000 projets, 98 000 projets à la fin de l'année vont échouer. Par contre, on a 2000 qui vont succéder. Donc forcément, toi, si tu es exposé à les 2000, tu vas dire, bah, on a présent, c'est 100%. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on fait, notamment en bear market, c'est relativement assez simple d'aller forcer les projets à adopter ce schéma, parce qu'en bear market, l'argent, elle tombe du ciel. Les gens, ils sont FOMO, ils se disent, ah ouais, je me suis réveillé un matin, j'ai trébuché contre le pied de la table et d'un seul coup, je fais un deck qui sort nulle part et je lève 20 millions d'euros. Et donc, notamment aussi avec ChatGPT et tout, c'est beaucoup plus simple maintenant parce que les decks, on peut en faire à la volée. Et quelqu'un qui connaît pas grand chose à la tech. En bull market, c'est relativement assez simple. En bear market, les VC se parlent entre eux et puis ils ont pris cher un peu récemment. Donc, forcément, ça leur permet un peu de connecter les deux Mais neurones. qui gagne dans ce marché-là? Parce qu'au final, j'ai l'impression que les VC nous donnent pas la gueule en tant que retail, et puis les VC se font wrecked derrière par le marché. Qui gagne? Ah bah oui, ça, c'est déjà des. Il faut savoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est, je pense, en fait, quand on dit j'ai fait un investissement, ou n'importe qui dit qu'il a fait un investissement qui a réussi, c'est que forcément, il y en a un qui a perdu. Parce que l'argent ne tombe pas de nulle part. Donc, quand quelqu'un dit ah ouais, j'ai réussi, c'est que derrière, quelqu'un a perdu. Et donc, soit c'est les VC qui réussissent, soit c'est les business angels, soit c'est le retail qui réussit. Mais très rarement, c'est un peu comme la blockchain, avec le triangle de scalabilité, sécurité et décentralisation. Il y en a un des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Donc, soit c'est les VC et le retail qui réussissent, soit c'est le business angel et les VC. Mais c'est pas souvent, donc le retail, quand il réussit, c'est que le VC n'a pas réussi à rentrer. Souvent, quand le business angel, il a réussi, mais il n'arrive pas à sortir, il n'y a pas de liquidité. Donc voilà, ainsi de suite. Dans un marché bear market, il y a peu de personnes qui réussissent, à part les builders, et les gens qui sont en capacité d'investir. Souvent, les capacités d'investir en bear market, c'est pas souvent les VC, parce que les VC, ils sont très friands. Comme je dis, ils n'ont pas forcément un appétit au risque assez important. Pourquoi? Parce que les LP derrière, ils sont pas très chauds, vu qu'ils ont perdu, ils ont fait une décote de 80%. Donc, aller envoyer un PDF avec les performances trimestrielles à des LP pour leur dire que voilà, 80% du marché s'est cassé la figure. Quand tu leur dis que tu dois faire un capital call pour investir sur un nouveau projet, ils sont pas forcément friands. Par contre, un business angel qui a encore les capitaux, il se dit voilà, moi je suis là, je connais vraiment les builders, je monte un projet avec eux, je vais les accompagner, on va voir ce que ça donne. C'est exactement comme ça qu'il y en a qui se sont retrouvés à financer les projets Starknet, Arbitrum, ZK Sync. Il y a Après, c'est des portes fermées. Hein. Faut se rendre compte que même sur ces projets-là, on est en mode putain, les VC, ils ont de la chance, mais c'est une partie des VC qui a ce genre de deal. Et faut savoir qu'une bonne partie des projets, les VC rentrent toujours en seed ou en série A. Ce qui fait qu'en fait, la majorité des projets où les gens, des bons projets, je dirais, entre guillemets, où s'investissent, c'est les petits tickets pour aller prouver que le MVP est possible. Et ça, c'est des investissements qui sont faits par des builders. Donc, soit ta connaissance qu'un projet qui se construit, c'est un projet d'option, tu vas construire un SDK, une API, tu vas taper un peu dans le code, et là, en fait, tu vas pouvoir avoir soit une récompense, soit pouvoir investir parce que t'as aidé à la réussite du projet. Mais par contre, ça prend du temps, des ressources, et surtout, il faut faire un pari sur le projet, sur les équipes. Mais souvent, c'est des builders qui arrivent à rentrer dans ce type d'investissement. Moi, je t'avoue que j'entends des folies niveau VC, ça m'a traumatisé. Hein. Et je pense que t'es le premier renseigné, mais j'entends des VC qui mettent des 500K, des 1 million, des 2 millions, qui ressortent avec 40 fois, 50 fois, 100 fois leur mise. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, les gens qui nous regardent. It's ain't much. T'as dit quoi? C'est le mime, là. C'est pas grand-chose, c'est du travail honnête. Yeah. Non, mais c'est vraiment une folie. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des VC qui ont une très bonne image publique et tout, et qui nous dumpent à la gueule et qui dumpent même à la gueule des founders. Donc ça c'est... Ouais. À quel point ça existe, à quel point tu le vois parce que moi, j'entends des gros noms, automatique. faire des trucs crades. Hein.
Et souvent, les plus gros noms, c'est ceux qui sont plus les plus gros involved dans ces pratiques. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu des projets où nous, j'ai accompagné certains projets. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez que le projet soit là sur le long terme et pas vous faire décalquer dès que le vesting est terminé, je ne mettrai pas telle ou telle personne. Ou alors, je mettrai le vesting à 7 ans. C'est le seul moyen pour vous de vous protéger sur un dump. Mais il faut savoir que c'est des pratiques qui sont automatiques. Donc en fait, c'est sans loi ni foi, c'est en fait qu'ils doivent respecter Après, rien un term n'empêche de sheet. short et de se couvrir aussi. Ça peut aussi avoir un Non mais impact sur le marché. Je veux dire bien en sûr, tant que mais je veux dire, en VC. fait, c'est des pratiques qui sont des pratiques financières qui tout investissement, ils ont un spreadsheet. Eux, en fait, ils n'obéissent qu'à des chiffres mathématiques. Et ils ont pas d'amour pour le projet. Ils n'ont pas forcément une bonne partie de ces VC américains. Ils n'ont Ils pas ont pas de d'âme. vision. Ils n'ont pas de vision long terme du projet. Ils n'en ont rien à Ouais. faire. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est répondre à Mais ça, c'est 90% un du marché. spreadsheet. 90%. Plus? Non, je dirais c'est 80. Je dirais que tu peux encore trouver 10% au niveau international de bons VC qui vont travailler main dans la main avec les fondeurs, qui vont pas vendre, qui vont staker, qui vont participer à la gouvernance. Ça, c'est très peu, mais tu peux arriver à les trouver. Et Et d'autres VC qui, eux, tu lèves, par exemple, aujourd'hui, tu vas voir qui? Si t'avais pas Stake Capital, que t'étais pas Julien Bouteloup. si tu vas voir qui, je pense que là, en bear market, tu vas voir les angels. Business Tu vas Angel, voir du coup? Des individus ouais, qui sont ouais. dans l'écosystème. Ok. Tu vas voir les business angels, tu vas l'écouter. Mais par contre, il faut pas la faire à l'envers. Tu vas l'écouter, j'ai fait un MVP, j'utilise pour moi, ou j'utilise, quelqu'un l'utilise dans l'écosystème, il trouve une valeur. Je pense que ça résout tel problème. Il me faut autant pour monter une petite équipe de 5 ou 3 personnes. Voilà, je pense que et l'équipe, les gars. L'équipe, c'est 98,999% du projet. Donc si un solo founder qui a jamais rien monté avant, c'est Bonne et même pas besoin chance. de regarder le deck. Pas besoin de Ouais. regarder le deck, hein, ça passe pas. Parce qu'il faut savoir que la chance pour quelqu'un qui commence, c'est pas qu'en fait Elle est faible. oui, c'est pas de l'arrogance, c'est les stats. Et oui, forcément, les stats, elles trompent jamais, en l'occurrence. Donc forcément, en termes de early founder, tu as 98% de chances de fail. Donc si tu la comptes pas avec un Ouais. mec qui a réussi, en fait, il faut savoir que ce qui rend quelqu'un fort et préparé, surtout dans le deuxième, c'est les échecs. Donc si t'as pas fait des échecs auparavant, au contraire, nous, les gens, ah oui, ils vont cacher leurs Toi, tu t'es échecs. pris beaucoup Non, d'échecs? nous, ouais, moi j'ai pris des échecs sur certains projets, ouais. Pas dans le monde, pas dans la blockchain, non. Moi j'ai commencé à construire des boîtes assez tôt, à 14 ans, donc j'ai pris quelques gamelles, ouais. Mm, mm. Et on a tendance à accentuer les succès et cacher les échecs. Nous, C'est quand on l'inverse en fait de France, en vrai, je l'accompagnement et trouve. tout, ce Moi, qu'on je veut, trouve que c'est c'est l'inverse en voir les France, hein, échecs. honnêtement. En Ouais. France, tu vois, par exemple, alors c'est différent, évidemment, on parle de VC réseau, tu vois, mais moi, dès que je fais quelque chose de mal, les gens vont retenir que le mal, et quand je fais quelque chose de bien, c'est normal, en fait, Non, 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 c'est ça c'est acquis. le système français, mais ça c'est le système français Ouais, de jugement. Moi je parle de perso. de Quelqu'un VC, perso ouais. qui va discuter de lui. Non, 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 non. Toi en termes Ah, quand tu vas te présenter, les gens vont se présenter toujours en accentuant les succès bien sûr. Ouais. et en cachant les échecs. Je pense que ça devrait être l'inverse. Par contre, de l'autre côté, je pense que oui, les Français devraient faire l'inverse quand ils jugent quelqu'un. Ils ont tendance. En fait, c'est pas ça en fait. C'est que en France, il y a d'autres pays dans le monde. Hein, je déteste quand les gens disent qu'en France. Je pense que c'est d'autres pays, mais Ouais. moi c'est que on va une personne qui est dans la merde, qui a fait un emprunt jusqu'au cou, qui est en train d'essayer de monter un projet, il n'y arrive pas, et d'un seul coup, ça décolle. Au début, cette personne, on dit que c'est un crétin fini, pourquoi il ne s'amuse pas à trouver un job normal, se mettre un emprunt sur le dos pour construire une idée complètement hallucinante, c'est n'importe quoi. Et 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, 6 ans après, bam, superstar, entrepreneur, il arrive tout, il cartonne sur le même projet, et on dit que c'est un gros connard. Voilà. C'est la réalité. Donc, voilà, c'est un peu pénible, quoi. Après, dans l'autre sens, c'est aux États-Unis, c'est l'inverse. Aux États-unis, c'est fake it until you make it. Donc, c'est tout le temps, ouais, vas-y, l'idée est pourrie, mais on lève des fonds, on lève des fonds. En fait, à qui est-ce qu'on va revendre cette merde? Alors, c'est même pas question, en fait, qu'est-ce que Moi, ce j'ai du mal truc-là avec est ça. viable? Ah ouais, est-ce que ce truc-là est viable, il va résoudre des problèmes? Non, c'est, bah, t'inquiète, mec, on va te baquer, on investit un ticket, on s'en fout, ton truc, on s'en fout, raconte pas trop l'idée. On va savoir à qu'est-ce qu'on va le revendre après, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. À qui on va refiler la patate chaude. Voilà, alors qu'en France, c'est: «Ah non, mais les stats là, attends, mais là, tu as croissance à 70%, mais dernier trimestre, c'est 69,9%. Pourquoi tu as perdu 0,1% de croissance?» Ah bah, je sais pas, j'ai un client qui était un peu dans la mer. «Ah ouais, mais non, c'est pas possible, ça cartonne pas». C'est de la folie.
Je voulais parler un petit peu de sujets, enfin de parties niches de l'écosystème. On entend souvent parler de gaming, de métaverse, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bulle ou que ça va être vraiment adopté? À quel point c'est du bullshit ou à quel point c'est concret pour toi? Je suppose que tu as évidemment un biais avec Blackpool, mais Encore une fois, hein, faut être pragmatique sur le sujet. Je dirais que 1% vont être des unicornes. 1% vont créer les prochains Ubisoft, les prochains Blizzard, les prochains choses comme ça. Le monde du jeu vidéo se prête extrêmement bien à la tokenisation d'assets, à la distribution de ces assets. Toute personne qui a joué à n'importe quel jeu, Counter-Strike, CSGO. Warcraft, CSGO, donc euh, c'est qu'il y a des skins, c'est qu'il y a il y a des points qui montent quand tu performes. Il y a tout. En fait, le jeu vidéo est une représentation de la théorie des jeux, de ce qui se fait dans la blockchain. Il faut savoir que c'est comme ça aussi que Vitalik a créé Ethereum. Hein. C'est parce qu'il Ah jouait ouais? à World of Warcraft. Hein. Bien sûr, hein. Ok, Il jouait à World of je savais pas. Warcraft et d'un seul coup, les gars de Warcraft ont dit en fait que sur un certain serveur, il avait triché. Et s'est dit, mais c'est quoi cette merde? Je peux même pas avoir un truc complètement décentralisé qui me permette de pas être sous l'emprise de certaines personnes qui me disent que parce que je suis bon, alors ils pensent que j'ai triché, et ainsi de suite. Mais le truc, en fait, c'est que nous, en fait, on essaie de trouver ces 1%. On va pas dire qu'on réussit à chaque fois. Et c'est comme, c'est un asset, hein, c'est un marché qui est en pleine croissance. Donc forcément, comment arriver à se positionner en passant au travers les mailles des filets des scammers et des gens qui sont là en train de dire ouais, je suis en train de construire un jeu vidéo, alors que le gars, il a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, quoi. Donc, dans le monde du jeu vidéo, il y a des studios de création de vidéos, jeux vidéo, qui sont là depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir qu'en France, on est quand même le pays qui est bien représenté et qui a créé les plus grosses boîtes dans le jeu vidéo, parmi les plus grosses boîtes. Donc, on peut trouver des bons studios. Un studio vidéo, 98%, 80% ne fait jamais de thunes. C'est seulement euh, 1%, même pas, qui vont arriver à créer des super jeux. Et L'élite. c'est des uniques. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des gens. C'est voilà, c'est encore une fois, c'est trop dur. Donc encore, tu te rends compte, t'as des mecs qui sont spécialisés dans le monde du jeu vidéo. Même pour eux, il y a seulement même pas 1% des jeux qui vont arriver à être cartonnés. Alors imagine des mecs qui sont à la blockchain, qui n'ont jamais créé un seul jeu vidéo de leur vie, et qui là, qui sont en train de te dire, ouais, le truc, c'est de la folie. Non, ce qu'il faut, c'est manier les deux mondes. Ce qu'il faut, c'est un studio jeu vidéo qui lui a déjà cartonné, qui est très bon, et là ramener la compétence technique d'un studio tech, d'un développement, d'une capacité tech qui permet de pouvoir plugger les concepts de la blockchain dans ce truc-là. Et là, tu arrives à un truc, un combo qui est relativement assez intéressant. Tu arrives avec d'allier les deux mondes. Donc en soi, tout ce qui est nouveaux projets, teams qui sont récentes, etc., enfin, c'est trop dur d'avoir de la confiance dedans, quoi. Enfin, ce que tu es en train de dire, c'est que si t'as En pas de bull track run, record, c'est trop, quoi. Ouais. je pense que voilà, les gens l'ont fait comment on appelle ça déjà, pay to earn. Ouais, c'est fini ce truc. Tu jouais à des jeux qui sont Non, c'est complètement terminé. débiles. Ça, tu penses que c'est Non, vraiment non, terminé, du attends, coup, les play to earn? Non, je sais pas. non, c'est pas, c'est, non, mais le concept même de jouer à un jeu complètement débile pendant 4 heures parce que t'es payé, bah, les gens, ils vont vite se rendre compte, pourquoi pas jouer à un triple A jeu et être payé en même temps. Donc, le marché, il a juste changé. Les gens vont se dire, bah, attends, moi, ok, je peux passer mon temps sur ce truc-là complètement débile qui me sert à rien et qui ne m'apporte pas du tout de bonheur, alors que je peux aller à un jeu que je jouerai, même si je suis pas payé, parce que c'est trop bien et je kiffe aller jouer à Zelda. Et par contre, bah, derrière, j'ai aussi une incentive économique. Donc forcément, par nature, l'ensemble de ces projets qui servaient à rien vont disparaître, puisque vous allez avoir des projets qui vont, eux, cartonner, et en plus, vous allez avoir le layer de gamification incentive par-dessus. Et là, c'est un no-brainer. Je pense que ça peut arriver vite, en vrai. Ouais. Il y a T'as quand même peut-être des des gros infos? studios. Bien sûr, il y a des gros studios qui sont en train de se battre. Il y a quand même des gros acteurs aussi au niveau en Europe. Il y a des gros acteurs. Bon, moi j'ai un investissement dedans, mais donc je préfère le dire avant que les gens disent que je serais de pousser. Parce que Comet, par exemple, Comet avec Jérôme, qui est un ami, lui, il accompagne aussi des gros studios en France. Il accompagne aussi des gros jeux. Mais par exemple, nous, on développe des trucs. Moi, j'étais le gars qui a audité Sora à l'époque, hein, qui a participé dans Sora au tout début, qui a acheté Mbappé et tout. Mais là, vous avez des prochains Sora qui sont en train de se construire. On est en train de développer dans le rugby, par exemple, Fan Life. On est en train de développer on a Immortel qui est dans le dessous d'échecs. Donc ça, c'est des gars qui sont pas forcément à l'origine dans le monde du jeu vidéo, mais qui sont accompagnés par des acteurs du monde du jeu vidéo et par des acteurs de la blockchain. Et sinon, vous avez des acteurs dans le monde des anciens créateurs de jeux vidéo, on va dire plus que les triple A, quoi, des pépites du triple A, qui eux, des anciennes équipes de ces jeux-là, qui sont en train de se construire avec l'aspect blockchain.
Donc oui, je pense que ce qui va arriver dans les années à venir, c'est notamment avec la connexion. D'ailleurs, je pense que la première connexion, les premiers marchés où vous allez avoir une interconnexion entre l'AI et la blockchain, ça va être dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, du content generative, quand tu es dans Minecraft ou dans Zelda, tu parles à un gars qui, lui, Un en fait, va PNJ, te sortir ouais. Pour un de la content comme conversation, ça à c'est la top. volée. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, même les créateurs du jeu vont même pas savoir où le jeu va aller, en fait, parce que la personne va apprendre dans le jeu. Donc, en fait, tu vas arriver avec des mondes qui vont évoluer par eux-mêmes. Et Ça va après, être imagine, insane. moi, ce que j'avais parlé, les gens me disaient, mais t'es complètement taré. Et je pense que vraiment, ça va arriver. C'est que pour la première fois dans le monde du jeu vidéo, vous allez avoir une interconnexion des mondes. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez très bien avoir votre expérience dans Zelda, avec certaines skins ou certains points ou certaines choses que tu as récoltées qui s'interconnectent avec un autre monde du monde du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir, et vu qu'en fait, ça va être des protocoles d'interopérabilité entre ces différents jeux, tu vas pouvoir avoir des jeux qui vont se construire entre eux. Entre le fait que tu, à la fois, est un joueur de Zelda, à la fois un joueur de, je sais pas, Warcraft ou Diablo, et ainsi de suite, tu peux monter un nouveau monde. Et ce monde-là est complètement déconnecté de l'ensemble des autres différents jeux qui ont été construits. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui a construit le jeu, eh ben, dans la vie, ça va évoluer. À l'intérieur du jeu, parce que tu as du content génératif et AI, parce que tu as des autres jeux qui se connectent, et à l'extérieur, parce que tu as tout un monde qui peut se construire. Parce qu'en fait, vu que la data, les data J'avais qui pas sont. pensé à ça. Enfin, j'ai du mal à me projeter, tu vois, ça me semble tellement loin. C'est. Ah non, regarde, si tu arrives à avoir un protocole ouvert qui permet de traquer en temps réel les assets sur Fortnite ou les assets sur un Counter-Strike, il faut savoir que certains assets peuvent être achetés en crypto sur Counter-Strike. Si c'est ça, eh ben pourquoi pas t'amuser à construire une sorte de nouveau monde métaverse qui, lui, a ton personnage qui est ton avatar. Ton avatar permet de prouver que tu es à la fois un joueur de Zelda, à la fois un joueur de Diablo, à la fois un joueur de tout ça. Et derrière ton personnage, il y a les skins. Donc, par exemple, j'ai les bots Mais est-ce de que les marques Zelda, vont j'ai les. l'accepter? C'est ça aussi. Est-ce que les IP vont accepter? Est-ce que Zelda va accepter d'être mélangé à CSGO? Est-ce que les sociétés derrière vont l'accepter? En gros, ce que tu dis, c'est que c'est possible que dans un monde open source totalement ouais, transparent, quoi. Enfin, dans le monde actuel, ça me semble difficile quand même, non? Bah non, parce que tu peux très bien, tu pas forcément obligé d'avoir le visuel des bots Zelda ou le visuel d'un bouclier Counter-Strike, mais tu peux très bien. La seule façon de pouvoir rentrer dans ce jeu-là, c'est d'avoir 2 points d'XP sur tel truc avec une activité de 2 heures sur Steam, et ça te permet de rentrer dans ce nouveau jeu qui est seulement accessible à cette communauté privée. Et après, tu peux distribuer des NFT qui te donnent accès à des shows, à des gens ou la règle party à Paris. C'est une connexion des genres et des milieux qui est relativement qu'on n'a jamais vu auparavant. Et avec zéro knowledge proof, tu peux dire mais complètement taré, il me parle d'un truc dans le monde du jeu vidéo. Tu peux très bien arriver à prouver que tu es actif avec tel personnage sans pour autant donner le nom du personnage. C'est-à-dire que le jeu, en fait, tu permets d'être créé dedans et tu dis ouais je sais pas, j'ai telle ancienneté, c'est mon pseudo sur Steam, et pourtant le jeu à vie et d'âme pourra jamais savoir que tu es tel ou tel perso sur Steam. C'est-à-dire que tu crées des nouvelles, des nouveaux milieux sans pour autant arriver à décrire qui est tué derrière. C'est ça qui est intéressant. J'imagine pas ce qu'il y a dans ta tête, là, dans ton cerveau avant de dormir. Tu dois penser à trop de trucs. Euh, Euh, Peut-être une dernière question, parce que je t'ai pris pas mal de temps, mais c'est vraiment des sujets hyper intéressants. Qu'est-ce qui t'intéresse en dehors de la crypto? Je crois que tu parlais d'AI, de pas mal de choses en dehors, que t'étais, enfin, je te laisse développer, mais j'ai cru comprendre que tu étais ouais, pas mal curieux quand même en bah, dehors de la crypto. moi, les AI, c'est mes études scolaires, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Maintenant, de dire C'est AI, First les gens se Love. disent, ah oui. Maintenant, pour Fast Love, c'est compliqué parce que les AI, vraiment, c'est très compliqué. Les gens, ils peuvent pas se rendre compte que les AI, t'es docteur en mathématiques, t'es docteur en physique, t'es docteur en, c'est théorie des jeux, psychologie. C'est des trucs qui sont relativement poussés. Oui, forcément, maintenant, c'est donné à des gens en chat GPT avec un plugin avec une application mobile sur iPhone. Ça, pour moi, c'était relativement assez dur. C'est pas du tout du kiff, J'ai bossé hein, dans une boîte développer son AI. d'AI avec des data scientists, etc. Des mecs qui sont des cracks, c'est des mecs, ils ont un niveau, mais c'est phénoménal, quoi. Enfin, tu es là, t'es à côté de moi. Ok, je suis une merde. Et genre, t'as ChatGPT qui arrive, qui évidemment facilite l'accès à toute cette partie-là. Mais oui, oui, clairement, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'il y avait il y a 2, Moi, 3, 4 ans dans ces boîtes-là. j'ai fait un maths sup, maths spé étoile. Donc pour dire que j'étais pas une brêle en mathématiques et physique, et pourtant j'étais dans ce milieu. Et je me suis retrouvé avec Laisse tomber. Ouais. qui avaient 10 fois, 20 fois mon niveau. Donc tu es là en train de te dire, mais sur certains sujets. Et donc, non, ce milieu-là est relativement assez difficile.
maintenant, oui, forcément, il est démocratisé et donné comme l'Eldorado, et donc tout le monde en Je parle. trouve que Mais c'est une bonne quand je chose travaille, en vrai, hein. ah Ça oui, met c'est en trop bien, c'est lumière trop quelque bien. chose Moi, de non, mais je fou, ouais. dis, ouais, donc moi, mais maintenant, quand je dis dans les AI, les gens me disent, ah oui, t'es en FOMO, t'es blockchain et AI, le combo magique. Mais non, non, ça, Tu tu un peux escroc, regarder, quoi. même, voilà, je suis un escroc. Mais tu peux regarder sur en ligne, hein, j'ai un Bouteloup, AI, j'ai construit des trucs dans les AI, j'ai construit des trucs dans la machine learning, un paquet. Euh, et donc ça, forcément, c'est un truc qui m'intéresse. Moi, c'est les questions psychologiques, philo, quoi, des trucs de société, quoi. Qu'est-ce qui va, comment la société va permettre d'absorber ou d'utiliser, ou comment elle va être impactée par ces transformations technologiques. Est-ce que on va construire une meilleure société? Est-ce qu'on va corriger des problèmes comme le changement climatique, comme des personnes qui ont des pathologies lourdes? Est-ce que vraiment ça va aider sur ces sujets, ou alors ça va permettre d'enrichir et d'enrichir une Je nouvelle suppose que tu y classe. crois. Ben, j'y crois, oui, et puis mais j'ai aussi peur. J'ai aussi peur. Je pense que je suis pas de dupe, et je vois le comportement humain, et je pense que une meilleure façon pour voir le comportement humain, c'est d'être actif sur Twitter. Tu peux voir des choses, notamment par exemple, là, je viens de voir un Twitter thread de Bitcoin maximaliste qui ont mis un truc. C'est lourd, c'est lourd dans le sens. Mais comment on peut être à ce niveau-là? Est-ce que tu demandes que c'est un échec éducatif, ou est-ce que sans pour autant être arrogant, mais tu as des trucs qui sont complètement euh, non, mais je pense que là, ce call-là, le truc va tomber, prend la figure sur Twitter, mais ouais, et tout. Non, mais il y a des gens aussi bien, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a des gens qui représentent certaines communautés, ils ont un certain niveau qui fait tendre vers le bas la société, hein. Et donc ça Saylor a m'intéresse. dit Puis des après, moi, folies, hein. Saylor a dit une Hmm. folie, là, je sais plus c'était hier ou récemment, il disait que la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'humanité, c'est de mettre tout ce qu'on avait dans le Bitcoin et de mourir et de donner ses clés à personne. Enfin bref, les gens le traitaient Non, de mais malade mental, hein. comme penser que du jour au lendemain, Bitcoin allait résoudre les problèmes de monétaire international. Quand tu vois le chaos qui se passe quand les gens l'utilisent et le gouvernent, c'est là, mais non, j'ai pas envie, quoi. Il faut une, il f- Qu'on s'est rendu compte dans la blockchain, c'est que des dernières années, et moi j'étais le premier à m'en rendre compte, et je savais pas du tout, on pensait que les DAO, Decentralized Autonomous Organization, allaient complètement changer le monde. Ça, on Et en parle pourquoi en plus fait trop, en vrai. mais normal, pourquoi est-ce qu'on s'est tous rendu compte qu'on s'était mis le doigt dans le nez? Parce que la raison pour laquelle l'Europe ou le gouvernement français ont du mal à opérer, c'est pas parce qu'ils n'utilisent pas les DAO. Il faut savoir que les civilisations, elles sont là depuis, elles sont créées et ont disparu en essayant de résoudre des problèmes de gouvernance. Je sais pas, les Romains, les Grecs, les pharaons, tout ça, quand tu regardes l'historique, quand tu as un peu de connaissances sur ces sujets, tu vois que un des principaux sujets a été les systèmes de gouvernance. Donc en fait, c'est pour ça qu'on arrive à, nous, on s'est dit en 10 ans, on va résoudre ces problèmes, c'est fini et tout, il n'y a plus de problème. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il faut en fait un système hiérarchique. Il faut les flat organisations avec tout le monde, avec l'equity, des tokens et tout, ça part toujours en cacahuète. Donc il faut en fait absolument avoir ce système hiérarchique, et il faut avoir un corps dans les équipes pour pouvoir arriver à faire perdurer le projet. Ok, bah écoute, je pense qu'on va arrêter là. Dans tous les cas, je t'ai pris pas mal de temps. En tout cas, ça fait méga plaisir que tu sois passé sur ma chaîne, qu'on ait pu faire cette petite interview. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette interview. Donc, merci pour ça. Je te laisse peut-être le mot de la fin, un truc qui te tient à cœur, un truc que tu as peut-être envie de dire aux gens qui sont restés jusqu'au bout. Non, bah déjà, merci de me recevoir, et puis super travail. Si je peux aider des gars comme toi dans l'écosystème français à pouvoir aller plus loin et pouvoir faire ce genre de discussion, c'est top. Je pense il faut beaucoup plus d'initiatives de ce genre. Ensuite, si j'ai pu dire des choses que les gens vont se sentir attaqués ou Ah, tu te décriés, prépares voilà, déjà? non, écosystème un peu taré, hein. D'un seul coup, j'ai dit que Bitcoin était taré, Biarritz était taré, ils vont tous commencer à devenir Julien machin. Non, mais je pense que voilà, si on se met tous dans l'écosystème en termes de builder à essayer de résoudre des problèmes et amener de la valeur, je pense que vraiment ça peut apporter quelque chose de bien dans cette société. Voilà, donc au plaisir de pouvoir débattre et discuter sur les différents channels, et au plaisir de revenir avec toi dans dans ce show.
J'ai réfléchi à ça et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, en plus de faire des interviews, de faire justement des petits débats et tout, inviter des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions sur des sujets différents. Je sais que tout ce qui est ZK Rollup, etc., tout le monde n'est pas du même avis, donc voilà, au plaisir de te proposer ça et de te faire rentrer dans le ring à l'occasion. En tout cas, merci beaucoup, et passe une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles interviews et une nouvelle vidéo. Tchuss. Ciao, 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 ciao.